remercier les hommes de presse, les médias ici présents, remercier également le ministre Ouareau et le ministre Lougué Sorgho pour leur présence. Nous avons eu l'agréable plaisir de savoir que les syndicats de l'enseignement avaient levé donc pour compter du 23-0 leur grève. Donc plus sérieusement, je pense que nous allons pouvoir aborder différents aspects qui touchent à notre vie nationale. Après donc l'intervention des différents acteurs, je serai à la disposition des médias sur les questions d'actualité des différents secteurs. Je voudrais quand même, en cet instant-là, avoir une pensée pour nos jeunes frères et sœurs ou nos enfants qui se préparent pour les examens. Également pour les familles qui sont touchées par ce mouvement de grève, parce que quoi qu'on dise au niveau de la santé, un seul jour de grève crée forcément des préjudices très forts au niveau des familles. Et espérer donc qu'au final de cette grève-là, nous n'aurons pas un décompte macabre à effectuer. Je voudrais également porter un regard sur nos forces de défense et de sécurité, engagées en opération donc dans différentes parties de notre territoire, et sur toutes les personnes qui subissent donc le courroux de cette guerre qui nous est imposée par les différents groupes terroristes qui essaiment en Afrique de l'Ouest et au Sahel en particulier. Donc voilà juste le mot introductif que je voulais avoir, et je vais donc inviter sur ce pas donc le ministre Ouareau à me rejoindre pour sa déclaration liminaire, et immédiatement après il va prendre vos questions et il va y répondre. Merci et excellent moment à passer ensemble. Avant de prononcer ma déclaration liminaire, je voudrais demander à toutes et à tous que nous observions une minute de silence en la mémoire de tous ceux et toutes celles donc, qui sont tombés par des actes terroristes dans la défense donc, de notre patrie. Je vous remercie. Je voudrais donc, avant tout propos, exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à vous, hommes et femmes de médias, pour votre constante disponibilité à ce rendez-vous de redevabilité que nous devons aux vaillantes populations du Burkina Faso, qui sont en réalité les mandataires de nos actions. Notre intervention va se dérouler en 3 points. Donc, le premier point, c'est la mise en œuvre des instructions du chef de l'État, du Premier ministre, et donc lors du Conseil des ministres du 30 avril 2019. Le deuxième point concernera les préparatifs des examens de fin d'année. Et le troisième point, la situation des écoles fermées et les perspectives. Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre des instructions issues du Conseil des ministres du 30 avril 2019, il faut rappeler que le Conseil des ministres, en sa séance du 30 avril 2019, suite au mot d'ordre de boycott lancé par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, a pris des mesures visant à finaliser un certain nombre de choses. D'abord, la rédaction du projet de statut valorisant, avec démarrage des travaux le 6 mai à Koudougou, appuyer le traitement des indemnités de logement pour 2018, et les actes de logement et des indemnités spécifiques pour 2018 et des actes de bonification d'échelon à titre exceptionnel accordés au personnel occupant les emplois spécifiques du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, avant le 31 mai 2019. Alors, pour mettre en œuvre cette délibération du Conseil des ministres, mon département, de concert avec les autres ministères concernés, en l'occurrence le ministère en charge de la fonction publique et celui en charge des finances, a pris des mesures organisationnelles. Concernant la finalisation de la rédaction du statut valorisant, le statut valorisant a été entièrement rédigé et relu et sera bientôt disponible pour son adoption en Conseil des ministres. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions ou des conclusions sorties du Conseil des ministres du 30 avril dernier, nous avons organisé une opération spéciale de traitement. Et toutes les directions régionales du ministère en charge de l'éducation et du ministère en charge des finances ont été associées, à l'exception des directions régionales de la région du Centre. Alors, concernant le dossier relatif à la bonification d'échelon, il faut dire que la prise des actes et la première constatation financière a été faite en fin mars 2019.
Et donc nous avons fait les traitements en mars et avril 2019. Et suite aux instructions donc, du Conseil des ministres, une opération spéciale aussi a été organisée à cet effet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette partie a été donc perturbée par deux choses. Donc la première, c'est le mouvement d'humeur du syndicat national des gestionnaires des ressources humaines, SINA-GRH, puisque là-bas, il y a une prise d'acte. Et ce sont eux qui ont les codes donc, correcteurs qui permettent donc la prise de ces actes. Et donc, leur mouvement a perturbé sérieusement la prise des actes. Mais cela n'a pas empêché que nous puissions atteindre un taux assez intéressant, donc à ce niveau aussi. Et le deuxième aspect, c'est que il n'est pas possible pour un agent de bénéficier d'un rappel de plusieurs natures d'indemnités différentes. Vous pouvez bénéficier du rappel d'indemnité de logement spécifique, donc ça c'est de la même nature d'indemnité. Vous pouvez bénéficier aussi de la bonification d'échelon et des avancements, puisque quand nous traitons la bonification d'échelon, tous les agents avancés en 2017 sont pris en compte pour les deux aspects, pour que ces agents aient les notes qu'il faut, les notes de 2015 et de 2016. Comme les traitements étaient dans toutes les régions, lorsque un agent doit bénéficier de l'ensemble, il y en a qui ont déjà bénéficié d'une partie, il reste l'autre, de l'ensemble de ces éléments financiers-là, ça pose des difficultés, donc il faut effacer ou prendre en compte que les indemnités de logement est spécifique ou que la bonification. Donc les deux aspects ont légèrement perturbé. Alors, il s'agissait aussi d'examiner le dossier des agents des ex-garderies depuis la Révolution. Donc pour ce dossier, donc, la liste des bénéficiaires, elle est stabilisée. L'évaluation financière aussi est faite et stabilisée. Et donc le dossier sera introduit en Conseil des ministres par le ministre en charge de la fonction publique. Il faut relever que l'opération organisée a mobilisé plus de 400 agents. Plus de 400 agents des 3 départements ministériels, parmi lesquels les représentants de la coordination des syndicats de l'éducation aussi. Et ça a permis pour les indemnités de logement spécifiques d'atteindre un taux de traitement de 111%, et pour les indemnités de logement plutôt, et 112% pour les indemnités spécifiques, et environ 56% pour la bonification d'échelon. Je voudrais également féliciter particulièrement la coordination nationale des syndicats de l'éducation pour leur hauteur de vue, pour leur esprit de sacrifice et de patriotisme qui a permis, et leur sens de dialogue aussi, qui a permis aux différents acteurs d'arriver à des consensus qui permettent donc à tout le monde de pouvoir sauver cette année scolaire. À la suite de cela, quelles mesures on peut envisager pour la suite concernant le traitement des dossiers, surtout des dossiers liés à la bonification d'échelon, étant donné que pour les indemnités, on peut dire que c'est quasiment bouclé, mais pour la partie 2018, il reste 2019. Alors pour ce faire, nous comptons au cours du mois de juin concentrer nos efforts sur le dossier de la bonification d'échelon, avant que les techniciens du ministère en charge de la fonction publique ne soient pris pour le traitement des dossiers des sortants des écoles. Pour les indemnités, ils ne sont pas concernés. Donc ce qui nous permettra, si effectivement les discussions avec le SINA-GRH, syndicat national des gestionnaires des ressources humaines, avec leur ministre de tutelle, donc a abouti très rapidement d'achever le reliquat des actes restants et procéder à la correction financière de l'ensemble. Mais pendant ce temps, donc, au niveau donc, régional, des dispositions seront prises pour faire le point de la situation de ceux qui n'auraient pas bénéficié de leur indemnité en vue de prendre des mesures nécessaires en établissement des actes administratifs. Donc nous allons poursuivre le traitement. Du reste, ça a repris donc, pour le mois de juin, pour les cas résiduels donc, qui restent. Donc, quant à la part des indemnités prévues au titre de l'année 2019, donc, elle devrait intervenir à partir du mois de septembre parce que de concert avec la direction de la SOL, donc, nous avons demandé de paramétrer donc, le système intégré de gestion administrative et salariale des personnels de l'État, le SIGASPE, de le paramétrer de façon à ce que nous puissions commencer à traiter la deuxième part des indemnités de logement et spécifique, puisque ça devait être servi en 2 tranches pour 2019, donc à partir de septembre, de façon à faire les efforts nécessaires pour que ce soit achevé à la fin du mois de décembre. Pour le deuxième point, c'est-à-dire les préparatifs des examens de fin d'année, les numéros des PV sont attribués aux différents candidats. Le calendrier des examens de la session, il faut dire que le calendrier de déroulement de la session de 2019
va du 6 au 20 juin pour les épreuves écrites. Donc le BEPC, les différents examens des BEP et des CAP commencent le 6 juin et le CEP est prévu pour démarrer le 11 juin 2019. Les épreuves d'éducation physique et sportive du BPC, du BEP et du CAP se sont déroulées donc du 6 au 20 mai sans incident. On devait commencer un peu avant, mais au regard des discussions que nous avions avec les partenaires sociaux, nous avons reporté au 6 mai pour donner toutes les chances donc, aux discussions d'aboutir pour éviter des conflits et des frustrations sur le terrain. Donc ça s'est déroulé partout sans incident, en tout cas dans toutes les régions et toutes les provinces concernées, à tous les niveaux. Au niveau des effectifs, donc, pour le certificat d'études primaires, nous avons enregistré cette année 419 260 inscrits. Et si nous désagrégeons en filles et garçons, nous avons 223 529 filles et 195 731 garçons. Il faut dire aussi que c'est seulement dans la région de l'Est qu'il y a moins d'inscrits à cette session par rapport à l'année dernière. On enregistre une baisse de 1031 candidats par rapport au nombre d'inscrits en 2018. Et cette situation pour nous est liée au contexte sécuritaire difficile parce que dès octobre, cette région a été fortement perturbée jusqu'à maintenant dans certaines parties. Maintenant, les candidats donc, au certificat d'études primaires sont répartis dans 1907 centres d'examen et 8781, donc 81 salles de composition. Pour ce qui est du brevet d'études du premier cycle BPC, cette année, nous avons 304 096 candidats inscrits pour le BPC, donc contre 314 387 à la session de 2018. Donc là, il y a une régression de 3,27%. Et il faut dire à ce niveau aussi qu'on a autour de 52% de filles et 48% de garçons. Et deux raisons pourraient expliquer cette baisse du nombre d'inscriptions de notre point de vue. Alors la première raison, c'est la situation qui prévaut dans certaines régions. Vous avez la région de l'Est, situation sécuritaire, la région du Sahel, la région du Nord, où des établissements sont fermés. Donc cela n'est pas sans conséquence sur le nombre total d'inscrits. Parce que là, on observe donc pour la région du Sahel une baisse de 1254 candidats. Et pour la région du Nord, 1154 candidats. Et pour la région de l'Est, 1122 candidats. Donc ça, c'est la première raison qui justifie en fait cette baisse. Mais si nous ajoutons ce nombre de candidats aux 304 000, on n'atteint toujours pas donc 314 000 parce qu'il y a 10 000 candidats de moins. Et là, en faisant la somme des trois, on est à 3 500 donc, candidats de moins dans ces trois régions, pour l'ensemble de ces trois régions que l'année dernière. Et donc, une deuxième raison aussi explique cette situation, et c'est la suivante, c'est que l'année dernière, nous avons atteint un taux de succès, je ne dirais pas extraordinaire, mais qui était de loin meilleur que le taux de succès de 2017. De façon à ce qu'on a enregistré moins de redoublants que la session de 2017. Parce qu'à la session de 2017, on avait un taux de succès de 28,83%. Et l'année dernière, on avait un taux de succès de 42,94%. Donc, on avait moins de redoublants et donc ça a aussi joué sur donc, le nombre de candidats que nous avons cette année. Quand on regarde aussi, par exemple, la région du centre, on a une baisse de 2769 candidats, alors qu'il n'y a pas d'établissement fermé au centre. Et au niveau des hauts bassins, on a une baisse de 1485 candidats. Mais toujours est-il que la bonne nouvelle cette année, c'est que depuis un certain nombre d'années, nous avions atteint la parité au primaire. C'est-à-dire à l'école primaire, on peut dire qu'on a autant de filles que de garçons. Mais cette année, nous avons atteint post-primaire, c'est-à-dire au collège, la parité aussi. On a autant de filles, même un peu plus de filles que de garçons. Témoignent même les candidats aux différents examens. Et les efforts doivent être faits pour maintenir cela au secondaire. Alors, pour les examens de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, donc les brevets d'études professionnelles et les certificats d'aptitude professionnelle, les CAP, au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, nous enregistrons cette année 12 028 candidats, 4 684 filles et 7 344 garçons, contre 11 307 à la session de 2018, soit un taux d'accroissement de 6,38%. Et ça, c'est à mettre à l'actif des efforts que le gouvernement fait
pour orienter plus d'élèves dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce n'est pas encore assez des efforts à faire, mais c'est déjà encourageant de voir que les taux s'améliorent. Les services de technique de mon département en charge des examens sont à pied d'œuvre et l'acheminement des épreuves vers les centres d'examen va commencer le 27 mai prochain. Donc, au regard de la situation sécuritaire, une session spéciale à l'endroit des élèves en classe d'examen dont l'année scolaire a été fortement perturbée sera organisée dans certaines zones. Donc, nous ferons à partir de la fin de ce mois, la fin du mois de mai, l'état des lieux pour déterminer ceux qui verront leur année scolaire blanchie. Parce qu'après fin mai, on va regarder ceux qui n'ont rien fait, l'année sera blanche. Ceux qui ont fait très peu, l'année sera blanchie. Et ceux qui ont atteint au moins 50%, 40 à 50% d'activité scolaire, nous allons travailler à organiser donc un prolongement du calendrier. Nous allons réaménager le calendrier, on va le prolonger, leur permettre de prendre part à des examens, soit des examens de passage pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, soit à des examens donc diplômants pour ceux qui sont en classe d'examen, donc dans ces éléments. Donc je ne peux pas donner la situation exacte de ceux qui seront concernés, mais ça sera fait à la fin du mois de mai et dans un autre point de presse ou à d'autres occasions, on pourra vous faire le point. Pour terminer sur ce deuxième point, c'est le budget des examens de la session 2019. Il faut dire que pour la session 2019, le budget est de 14 milliards 536 millions 685 184 francs. Donc ça ne prend pas le baccalauréat qui est géré par l'enseignement supérieur et dont le point certainement sera fait à un point de presse par le ministre en charge de ce département. Alors le troisième et le dernier point, c'est la question des écoles fermées à la date du 17 mai 2019. Donc il faut dire à ce niveau, avant de donner les chiffres, c'est qu'il y a trois situations. Il y a la situation des écoles fermées depuis le début, que nous ferons à la fin du mois de mai. Il y a la situation des écoles fermées en temps qui ont réouvert, d'autres qui n'ont pas encore réouvert. Il y a une situation nouvelle liée à l'assassinat des 5 enseignants dans la commune de Komianga et des agressions contre le système éducatif il y a récemment dans la région du Centre-Nord. Mais ces situations sont en train de s'améliorer avec les opérations des forces de défense et de sécurité. Ce qui fait que les fermetures récentes sont prises en compte ici, mais ça ne perturbe pas le calendrier scolaire parce que ces élèves prendront part aux examens et ils prendront part aussi ils auront donc les examens de passage. Mais l'un dans l'autre, on peut évaluer donc ces différentes situations-là à autour de 900, entre 950 et 1000 écoles qui ont récemment fermé au regard de ces situations. Donc fermées depuis 1 ou 2 semaines alors que nous sommes en fin d'année. Donc à leur niveau, ils n'ont pas besoin de situation de regroupement, ils ne prendront pas aux examens de fin d'année et aux examens de passage. Maintenant, il y a autour de 947 à 950 où la situation il y a parmi ces 950 restants des écoles fermées depuis début octobre et des écoles qui ont fermé en mi-chemin. Et c'est là où on fera un point aussi pour que d'autres puissent faire des cours supplémentaires et des examens de passage et d'autres verront leur année blanchie pour cette année. Et donc, en fin de compte, nous avons à la date du 17 mai, avec les nouvelles fermetures, 1933 établissements fermés. 1933 et ça concerne théoriquement 326 152 élèves, de même que 9042 enseignants. Mais il y a des endroits où nous avons réouvert. L'évaluation rapide des besoins des structures éducatives réouvertes, le réaménagement des programmes d'enseignement, comme j'ai dit, en fonction des publics cibles et en tenant compte des retards constatés sur le terrain, le réaménagement du calendrier scolaire, la mise en œuvre des approches pédagogiques adaptées aux différentes situations constatées et la mise en œuvre aussi d'actions de sensibilisation des communautés et des appuis aux structures éducatives ouvertes, la réinsertion des élèves déplacés dans des structures éducatives autres. Ça se passe actuellement, Barsargo, Foubé, etc. Et la mise en œuvre d'un plan de communication. Tanga Thierry Zongo de Radio Liberté. Finalement, vous êtes parvenu à un accord avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Monsieur le ministre, pourquoi avoir pris tout ce temps qui aurait pu mettre en péril l'année scolaire? Ma deuxième question, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura plus de mouvement de la part des syndicats relativement à ces différents points, notamment la question du statut valorisant les indemnités et de la bonification? Monsieur Zoubabel David Attiré de la RTB. Alors, je voulais abonder dans le même sens que Zongo pour demander pourquoi est-ce que le gouvernement, ces derniers temps, dans les crises et les conflits sociaux qui l'opposent aux partenaires,
s'inscrit toujours dans une sorte de réaction. Je m'explique. Chaque fois qu'il y a crise, c'est après vous que les solutions sont trouvées. Le bénéfice, c'est après une longue période de grève qui vous a fait perdre certainement beaucoup, que vous avez trouvé la solution. Il en est de même pour l'éducation. Et aujourd'hui, nous sommes avec le SINCHA, avec tout ce qu'on connaît comme crise humanitaire, même si vous ne le dites pas explicitement. Alors, est-ce que c'est parce que le gouvernement n'a pas cette capacité d'anticipation, ou bien est-ce que ce sont les partenaires sociaux qui se sont radicalisés entre-temps? P. Kaboré de Radio Burkina. J'aimerais savoir, quand vous parlez de blanchiment, par exemple au primaire, qu'est-ce que cela implique pour les élèves et les parents d'élèves, parce que c'est quand même nouveau. Est-ce que les établissements fermés concernent également des établissements privés dans ces zones-là, et qu'est-ce que ces élèves-là doivent s'attendre concernant justement les scolarités, quand on sait que même si le gouvernement peut supporter les scolarités au niveau des établissements publics, dans le privé, c'est les parents qui l'ont assuré et que la décision est venue de blanchir l'année. Je suis Franck Aristide Jefa de Ouaga FM. Une seule question en rapport avec le protocole d'accord qui a été signé avec les syndicats. Alors on sait que bien de protocoles ont été signés, mais dans la plupart du temps, c'est l'application qui pose problème. Quelle est la garantie que vous nous donnez que ce protocole-là, en tout cas tous les points contenus seront respectés, en accord également avec vos collègues de l'économie, des finances et du développement et de la fonction publique, puisque tous les points ne concernent pas que l'éducation, ils concernent également les deux autres départements ministériels. Abdou Karim Saodogo, l'Observateur. Alors, ma préoccupation concerne les écoles qui ont été fermées depuis le début de l'année scolaire, où l'année blanche s'impose. Elles sont quand même nombreuses, près de 900 écoles. Alors, quelles sont les mesures qui seront prises pour que l'année prochaine, on espère que la situation sécuritaire va connaître un solutionnement d'ici la rentrée prochaine, quelles sont les mesures qui seront prises pour accompagner la réouverture de ces écoles-là, de sorte à ce que les élèves, tous les élèves retrouvent le chemin de l'école? Parce que j'imagine que pas mal d'élèves vont peut-être profiter de cette situation-là pour se retrouver hors du champ scolaire. Quelles sont les mesures qui seront prises pour les accompagner? De l'accord avec la CNSE, il faut avoir pris tout ce temps. Non, je pense que nous avons conclu un accord avec la coordination le 27 janvier 2018. Et tout ce que vous voyez, c'est le travail de mise en œuvre de ces points d'accord. Dans ce protocole d'accord qui contient 56 points d'engagement du gouvernement, il y a certains points pour lesquels donc, on devrait mettre en place des commissions de dialogue, de discussion et de négociation, comme ce fut le cas pour le statut valorisant. Et ce que nous avons fait, nous avons continué de discuter avec les différents partenaires et nous avons abouti donc à cela. Donc je ne pense pas qu'on ait attendu trop de temps, mais je pense que le temps qui a été pris aussi a été nécessaire pour chaque partie d'apprécier la situation et de contribuer à ce que nous puissions aller de l'avant. Et donc, vous voyez que ça devait être le 4 mai, le 3 ou le 4 mai, nous avons conclu donc un accord sur un PV de discussion pour pouvoir rédiger donc le statut valorisant. Voilà. Ce que je peux simplement dire, c'est que nous devons nous réjouir de ce que donc les activités reprendront normalement, ils vont s'achever et que nous allons continuer de travailler pour que les choses puissent aller de l'avant. Voilà. Maintenant, tout ce que vous voyez comme discussion qui prend du temps, c'est aussi cette culture de dialogue que le gouvernement a instaurée avec les partenaires, écouter, discuter et puis avancer. Et ça, c'est très important, donc, de pouvoir le faire. Alors, quelle garantie on peut donner pour dire qu'il n'y aura plus de mouvement en rapport avec ces différents points? Moi, je ne peux pas donner de garantie. La seule chose que je peux dire, c'est de garantir que nous allons continuer la mise en œuvre des différents points du protocole d'accord. Pour la question du statut, c'est rédigé, c'est fini, on va l'introduire et on va commencer à le mettre en œuvre dès l'année prochaine. Il y a des impacts même déjà de sa mise en œuvre qui commence déjà cette année avec certains emplois en voie d'extinction. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème.
Et dans ma déclaration liminaire, je vous ai expliqué un peu les différentes étapes qui viennent. Donc, c'est mettre l'accent sur la bonification pour peu que ceux qui détiennent par devers eux, donc les documents de prise d'acte des agents restants, puissent revenir et faire le travail. Pour ce qui est des indemnités, des reliquats, parce que comme j'ai dit, nous avons dépassé les cibles. Nous attendions tant, nous sommes allés au-delà parce qu'il y en a des chiffres d'affaires qui n'étaient pas pris en compte. Et des instructions ont été données pour que les cas résiduels puissent être traités et donc ça va se faire. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et dès le mois de septembre, nous allons commencer le traitement pour les deux natures d'indemnités, c'est-à-dire l'indemnité de logement et l'indemnité spécifique. La deuxième tranche de 2019 va être servie. Et pour le gouvernement, il est bon même que cela se fasse pour assainir la gestion budgétaire. Parce que quand vous ne le faites pas, c'est un engagement qui est pris, c'est des dettes. Donc, l'année suivante, vous avez beaucoup plus à sortir. Et pour nous, achever ce traitement financier-là en fin décembre 2019, c'est aussi important pour le gouvernement pour assainir sa gestion budgétaire. C'est important. Maintenant, est-ce qu'on est dans la réaction, etc. Non, je ne pense pas. Comme j'ai dit, le protocole d'accord a été signé le 27 janvier 2018, 56 points, et nous travaillons à les mettre en œuvre. Nous avons mis en place l'année dernière un comité bipartite de suivi de la mise en œuvre des points du protocole qui se réunit une fois par mois. Un comité bipartite composé de 10 membres de la partie gouvernementale et 10 membres de la coordination. Ce comité se réunit chaque mois donc pour faire le point et aller de l'avant. Et donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur le terrain, en fonction de certaines situations qui ne sont pas forcément relatives à l'éducation, les positions peuvent se radicaliser et il appartient au gouvernement de trouver les ressorts nécessaires pour amener tout le monde à la discussion pour qu'on puisse avancer. C'est de sa responsabilité et c'est ce que nous avons fait. Alors, le blanchiment et tout, bon, il faut dire que effectivement, mais si vous avez toute l'année, vous n'avez rien fait, on ne peut rien faire d'autre que de blanchir. C'est malheureux, c'est dommage, c'est regrettable pour nous, mais on est obligé de le faire maintenant, trouver les moyens de pouvoir faire en sorte que l'année prochaine, les choses puissent se faire. Nous sommes en train de réfléchir. Déjà au niveau du primaire, nous n'avons pas de problème parce que tous ces enfants, si on arrive à les récupérer, on a des stratégies de scolarisation accélérée, dites passerelles, qui permettent donc de récupérer ces enfants-là, de leur donner des cours accélérés en une année et faire en sorte qu'ils puissent sauter même une ou deux classes. Ça existe dans le système éducatif au niveau du primaire. Et nous avons créé dans notre nouvel organigramme un secrétariat permanent chargé de cette stratégie-là. Le responsable de ce secrétariat permanent a été nommé et la personne est à pied d'œuvre pour la construction de son équipe afin de pouvoir dérouler. Nous avons les formules déjà puisque c'est une stratégie qui a été déployée avec l'accompagnement de la Fondation Strom norvégienne et donc nous avons ces différentes formules que nous appliquons actuellement. Nous récupérons des enfants hors école d'un certain âge. En une année, ils peuvent passer du CP1 au CE2 ou au CM1 en fonction de l'examen de qualification fait en fin d'année, en alliant le français et la langue parlée de l'enfant. Donc, à ce niveau. Au niveau du poste primaire et secondaire, non. Nous sommes en train de travailler à des formules accélérées pour essayer de rattraper ces différents aspects. Maintenant, est-ce qu'il y a des privés concernés? Moi, à ma connaissance, pas. Il y a des fermetures par moment de privés et des réouvertures, mais tout ce que je vous montre concerne pour l'essentiel, donc le public. Pour ce qui est des dispositions à prendre, bon, il y a deux aspects, comme vous avez dit. Nous, nos enseignants ne sont pas des forces de défense et de sécurité. Ils ne sont pas formés à la guerre et tout, ils sont formés à l'encadrement et à l'enseignement. Donc, chaque fois qu'il y aura des menaces contre eux, c'est normal qu'ils aient la réaction de se protéger. Et à partir de ce moment, comme je vous ai dit, nous avons le 21 février dernier adopté une stratégie qui est actuellement en cours de mise en œuvre et qui permet effectivement de régler ces situations chaque fois que la sécurité nous permettra de le faire. Et nous sommes actuellement en concertation avec les deux autres ministères, celui de la sécurité et celui de la défense, pour qu'on puisse nous dire au fur et à mesure les zones où on peut reprendre effectivement. Et nous faisons de la mobilisation sociale et de la sensibilisation pour que donc, nos enseignants puissent reprendre dans ces zones. Et donc, moi, mon espoir est qu'à la rentrée prochaine, effectivement, nous puissions rouvrir partout. Alors, les protocoles d'accord sont signés, mais leur application pose des problèmes. C'est vrai, ça pose des problèmes. C'est pour cela que nous continuons les discussions pour montrer pourquoi tel aspect n'est pas fait, il va se faire, et ça se passe bien. Et pour ce qui est de l'éducation, nous sommes actuellement nous étions à 31 points satisfaits sur les 56, entièrement réalisés. Et hier, avec l'adoption donc du décret sur les prestations
spécifique au niveau du MENA. Donc, nous avons un autre point qui a été satisfait, c'est la réduction des prix des manuels au préscolaire. Donc, c'est consacré dans ce décret et l'arrêté qui accompagne. Et donc, ça, c'est le 32e point. Donc, sur les 56, on a 32 points satisfaits. Donc, vous voyez que ça fait presque 60%. Et nous allons continuer de satisfaire et au fur et à mesure de faire le point. Mais cette année, nous avons mis aussi en place une commission de suivi de la mise en œuvre qui se réunit chaque mois. 10 membres de la partie gouvernementale, 10 membres de la coordination des syndicats. Et nous faisons chaque mois le point de la mise en œuvre. Donc, c'est un travail qui se fait, un travail de confiance et de redevabilité qui permet aux partenaires sociaux de voir ce qui est en train d'être fait et d'être assurés de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre donc, les points qu'il a promis de faire, mais surtout pour impacter la qualité de l'éducation. Je vous remercie. Avant tout propos, je voudrais vous inviter à une pensée particulière pour toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso qui souffrent en ce moment du fait de la grève dans le secteur de la santé. Nous voudrions rendre publiques les actions qui ont été entreprises par le gouvernement dans l'optique de trouver des solutions aux points de revendication des différentes plateformes qui, du reste, peuvent se résumer, parce que ça se recoupe, sur la situation des carrières du personnel de la santé, sur l'amélioration des conditions de travail et sur les libertés syndicales. En ce qui concerne la question des carrières, il y a eu des aspects intéressants, la fonction publique hospitalière, et des aspects de reclassement. Pour le reclassement du personnel, des attachés de santé et de conseillers d'élevage, le gouvernement travaille à respecter ses engagements, et des engagements qui ont été pris, le gouvernement travaille à respecter ses engagements. Souvent, il y a des goulots d'étranglement, mais c'est ensemble qu'on va y arriver. Sur la question de la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, qui a été votée en décembre 2017, son opérationnalisation se poursuit. Il y a des textes qui ont déjà été pris et récemment, il y a eu la création de l'Agence nationale des soins de santé primaire, suivie une semaine plus tard par l'adoption de ses statuts par le Conseil des ministres. Donc, la création le 30 avril et l'adoption le 7 mai 2019. Et un chronogramme de mise en œuvre a été établi avec constatation de l'incidence financière débutant par les contractuels des établissements publics de santé dès la fin du mois de mai 2019. Il y a des erreurs qui ont été constatées par les partenaires au niveau du décret portant reversement du personnel, mais bien sûr, toute erreur est humaine et des corrections seront apportées. Sur la question des équipements et des équipements de formation sanitaire, ce qui touche à l'amélioration des conditions de travail de nos partenaires, le gouvernement a déjà investi ces 5 dernières années plus de 5 milliards pour l'équipement des structures de santé en matériel médico-technique. Le gouvernement propose de ce fait qu'un diagnostic soit fait en collaboration avec les partenaires afin que des correctifs puissent être apportés à court, moyen et long terme. Sur la question des libertés syndicales et démocratiques, le gouvernement tient à rassurer les partenaires sociaux qu'ils respectent les droits reconnus aux citoyens par les différents textes en vigueur. En revanche, le gouvernement sait compter sur le respect par ses partenaires de leurs devoirs. Sur la question du relèvement, du recrutement de certains agents du secteur de la santé, le gouvernement précise que ces relèvements sont en cours depuis 2018 et des mesures correctives seront prises pour que ceux qui avaient été recrutés autrement ne tombent pas dans une injustice. En plus des actions ci-dessus mentionnées, le gouvernement, dans sa quête permanente de la paix sociale, a établi un dialogue permanent avec les partenaires sociaux. À ce jour, tous les partenaires sociaux ont été reçus 2 fois depuis le dépôt de leur préavis de grève.
Certaines rencontres se sont tenues de 11h à 0h30, tout en restant ouvert pour la poursuite du dialogue social. Le gouvernement fonde l'espoir que les partenaires sociaux vont œuvrer à garantir l'offre de soins aux braves populations du Burkina Faso. Pour terminer, je formule une fois de plus le vœu que vous puissiez rassurer les populations que le dialogue n'est pas rompu avec les partenaires sociaux, tout en reconnaissant le droit de grève consacré par la Constitution du Burkina Faso, que j'entends scrupuleusement respecter. J'en appelle au sens moral, éthique et déontologique, cher à notre métier, de chacun d'entre nous, pour épargner à nos sœurs, à nos frères, une souffrance et parfois une mort évitable. Je vous remercie. Franck Aristide Jeffa, Ouaga FM. Alors je disais, j'ai 3 préoccupations. La première, selon nos confrères du journal Le Quotidien, des nouveau-nés seraient donc décédés suite à cette grève. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Et si oui, qu'est-ce qui est fait pour justement renforcer dans cette partie du pays les mesures palliatives qui ont été prises par le soin de votre département pour justement faire face à cette situation? L'autre préoccupation, malgré les mesures donc de réquisition que vous avez prises, certains agents font objet donc d'intimidation selon des informations que nous avons reçues aussi. Alors qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Si cela était avéré, est-ce que des mesures seraient prises également pour sanctionner donc les fautifs? Jordan Meda de InfoWakat.net. Moi, j'ai une seule question à l'endroit de Madame la ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un état de tous les centres de santé fermés du fait de la grève des médecins aujourd'hui? Thierry Zongo de Radio Liberté. Madame la ministre, vous dites que vous avez entamé des négociations avec les différents syndicats. Pourtant, lors de sa conférence de presse de lundi dernier, le SYNCHA a déclaré qu'aucune négociation avec le gouvernement n'a été tenue à ce jour. Bon, finalement, on se demande qui dit la vérité. Et une deuxième question relative à la fonction publique hospitalière. Vous dites que son opérationnalisation est en cours. Pourtant, le syndicat estime qu'il n'y a pas d'application concrète de cette fonction publique hospitalière. À quand l'opérationnalisation de cette fonction publique hospitalière? Est-ce que vous avez un délai précis à nous communiquer? Une dernière question. C'est concernant le service minimum. En tout cas, on a l'impression que la préoccupation principale du gouvernement est l'organisation du service minimum. Est-ce que véritablement vous prêtez une oreille attentive aux revendications des syndicats? Ousmane Bichara, Burkina Demain. Ma question est particulière à la région du Haut-Bassin et à Bobo Dialasso. Pour les cas d'urgence, l'État a signé des conventions avec des hôpitaux privés pour transférer les malades urgents dans le privé, et le prix peut être appliqué comme dans le public. Est-ce que cette mesure concerne tous les hôpitaux du pays ou bien c'est particulièrement dans cette région? Moi, je suis Zoubaviel David Abiré de la RTB. Alors, je voulais demander d'abord à Madame le ministre de nous faire le point du drame humanitaire qui a cours actuellement dans les hôpitaux. Parce qu'on a suivi des reportages avec certains confrères, on a eu la chance aussi de faire un tour. Vraiment, il se passe quelque chose vraiment de dramatique. Peut-être qu'il ne se sent pas pour ceux qui sont encore bien portants aujourd'hui. Alors, est-ce que Madame le ministre peut nous faire le point à ce jour? Et la deuxième des choses, le Premier ministre, le lundi dernier, rassurait de ce que la grève n'ira pas à son terme parce qu'il était sûr qu'elle sera interrompue suite aux négociations que vous aurez avec les partenaires sociaux. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour pour une grève censée durer 96 heures. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, vous avez reçu les partenaires sociaux, comme vous dites. Les discussions ont eu lieu, il n'y a pas de solution.
Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, d'avoir échoué? Quand on sait que c'est avec vous aujourd'hui que la plupart des syndicats, même ceux qui ne s'entendaient pas pour faire grève, aujourd'hui s'entendent. Je veux parler du syndicat des médecins, des infirmiers et le SYNCHA, qui avant ne s'entendaient pas pour faire grève, mais sous votre magistère aujourd'hui, s'entendent pour faire front commun. Est-ce qu'au niveau du dialogue social, vous n'avez pas l'impression, vous aussi, de manquer de tact avec ces partenaires sociaux-là? Alain Didier, comparé du multimédia de la RTB. Je vais abonder dans le même sens que Zubabiel avec une seule question. Est-ce que depuis le début de la grève, il y a eu déjà un contact entre vous et puis le SYNCHA, ou bien vous attendez à la fin de la grève, comme d'habitude dans tout ce qui se passe dans les autres ministères, pour encore faire un bilan et attendre encore que le SYNCHA lance un autre préavis? Je vais essayer de regrouper ces questions. Et je vais commencer par le dialogue social qui aurait évité cette grève. Comme on vous l'a dit, dès ma prise de fonction, je suis rentrée en contact avec les partenaires sociaux. Nous avons discuté et les partenaires m'ont dit il y a des dossiers dans votre tiroir et on aimerait que vous les sortez très rapidement. Nous nous sommes attelés à voir ces dossiers-là, à nous approprier d'abord ces dossiers afin de les traiter. C'est ainsi que, lorsque nous avons reçu le préavis de grève, il y a eu une grève antérieure du SYNCHA qui recoupait à peu près les mêmes points. Nous avons envoyé des réponses écrites au SYNCHA. Nous avons reçu le SYNCHA, c'était une grève en avril, fin avril. Nous avons reçu le SYNCHA. Nous avons fait des propositions. C'est un dialogue. On propose, on accepte, on refuse, on recule, on avance. Et les propositions n'étaient pas à la convenance de nos partenaires. C'est ainsi que le SYNCHA a déposé encore un autre préavis de grève, accompagné maintenant par les 4 autres syndicats. Il faut dire qu'il y a un syndicat, et le syndicat des pharmaciens, qui n'a pas déposé de préavis de grève, pas parce qu'ils n'ont pas de points de revendication. Chaque fois que nous avons reçu les préavis, nous avons fait des propositions aux partenaires. En fait, tout tourne autour d'un respect du protocole d'accord. Et nous avons dit aux partenaires, il y a souvent à l'application des goulots d'étranglement et c'est ensemble que nous allons lever ces goulots d'étranglement. Bien qu'il y ait la grève en ce moment, mes techniciens ici présents travaillent à leur niveau à continuer à lever le goulot d'étranglement pour que ce qui a été promis soit appliqué et que la fonction publique hospitalière connaisse son opérationnalisation intégrale. Parce que l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière va consacrer également l'amélioration de la qualité des soins. Ça va améliorer les conditions de vie des travailleurs, mais ça va également améliorer la qualité des soins dispensés dans nos formations sanitaires. Et ces textes ont été élaborés et c'est ensemble, en collaboration avec les partenaires, que nous allons les amender, les valider avant de demander leur adoption. Donc c'est pour vous dire que le dialogue se poursuit. Nous avons eu à rencontrer le SYNCHA après le dépôt de préavis de grève, je pense le 8 mai. Nous avons travaillé, discuté point par point les différents points de la plateforme et nous avons travaillé de 14h à 23h30. Le lendemain, nous avons rencontré le syndicat des pharmaciens. Nous avons discuté, nous n'avons pas abouti à des résultats probants comme mon collègue de l'enseignement, ce qu'on aurait aimé avoir. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne nous décourageons pas. Nous ne considérons pas ça comme étant un échec. Parce que dans la discussion, il faut avancer, reculer, donner, recevoir. Et nous avons foi en nos partenaires. Nous avons foi que ces partenaires-là ont à cœur la résolution des problèmes de santé des populations. Nous allons poursuivre la discussion. Le service minimum est effectif. Nous avons pris attache pendant la préparation et tout en discutant avec les partenaires. Nous avons quand même organiser les stratégies
qui vont garantir la continuité du service minimum. Et dans ces stratégies, nous avons pris attache avec le privé, avec les hôpitaux conventionnés. C'est ainsi qu'à Bobo, il y a des malades qui sont, lorsqu'ils ne peuvent pas être pris en charge dans les hôpitaux, sont réorientés dans les services privés qui ont accepté prendre les patients-là au prix public. À Ouagadougou également, nos hôpitaux conventionnés, Saint-Camille, Paul VI et Chifra, se sont organisés à augmenter leur capacité d'accueil pour pouvoir venir en aide aux hôpitaux publics lorsque les patients n'étaient pas pris en charge. Un de vous a parlé de morts dues à la grève. Vraiment, nous n'aurons pas souhaité que dans ce secteur de la santé, il y ait la grève. Malheureusement, nous avons 2 cas qui ont été signalés, 2 cas de mort qui probablement sont dus à la grève. Mais je pense que l'interprétation doit être un peu mitigée. Mais nous allons nous entendre, nous allons nous comprendre. Nous avons intérêt à le faire parce qu'il faut sauver la vie, il faut sauver les Burkinabés que nous sommes. Le premier jour de la grève, il y a eu des centres de santé effectivement fermés, notamment en périphérie. Parce que nous nous sommes employés à ce que dans toutes les 13 régions, il y ait un minimum de continuité de soins dans les services vitaux. Nous entendons par services vitaux les services des urgences. Et c'est toutes les urgences, qu'elles soient pédiatriques, gynéco-obstétriques et chirurgicales, médicales, dans tous les services d'urgence, nous nous sommes employés à organiser la continuité des soins. Bon, le délai de l'application concrète de la fonction publique hospitalière, la loi sur la fonction publique hospitalière recèle en elle-même une vingtaine de textes. Et l'élaboration des textes ne peut se faire qu'avec les partenaires. Et donc, nous avons un certain nombre de textes élaborés. Nous allons les amender avec les partenaires afin de les présenter en Conseil de ministres pour évaluation et adoption. Nous sommes en train de nous organiser pour rencontrer encore nos partenaires. Parce que tout ce qu'on a donné, les partenaires ont rejeté. Nous voulons avancer un peu d'abord avant de leur dire, écoutez, nous avons fait un pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, il y a un décret qui permettait le reversement du personnel. Le reversement a commencé. Les partenaires du personnel contractuel des EPS, établissements publics de santé, le reversement a commencé. Les partenaires ont estimé qu'il y avait des erreurs et certains partenaires ont claqué la porte. Nous allons les ramener à la table de négociation en disant s'il y a des erreurs, nous allons corriger. Et du reste, c'est ce que nous avons toujours dit. Donc, le dialogue n'est pas rompu. C'est des partenaires à l'amélioration des conditions de santé des populations. Donc, on ne peut pas rompre le dialogue alors que nous voulons, comme le souhaite le président du FASO, procurer des soins de santé de qualité à tous les Burkinabés sans aucune inégalité possible. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le ministre. Je suis Franck Aristide Jefa, encore de Ouaga FM. Une seule question, toujours en rapport avec les partenaires sociaux. En début de cette semaine, le dialogue interrompu depuis 2 ans avait été renoué. Malheureusement, interrompu, aussitôt commencé, la question donc de l'UTS a été posée comme préalable par les syndicats. Alors, quel commentaire cela vous inspire, Monsieur le ministre? Issa Sigiré du journal Le Pays. La question est relative au cas Djibril Bassolé. Alors, est-ce que Monsieur le ministre peut nous dire davantage, parce qu'on a des fois des déclarations, mais pas forcément de voix officielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Qu'en est-il réellement? Anga Thierry Zongo de Radio Liberté. J'ai une question relative à la forêt de Kwa. Est-ce que finalement cette forêt sera déclassée? Puisque les Chinois disent n'être pas opposés à ce qu'on change de site. Alors, Monsieur le ministre, après votre rencontre avec le Synatic, vous avez pris l'engagement qu'un décret sera pris en Conseil des ministres par rapport au passage des éditions Siroya et de la RTB en société d'État. Vous avez pris la décision depuis début mai. Nous sommes en fin mai et jusqu'à présent rien.
attendez-vous à ce que, comme les autres ministères, les agents des médias d'État se mettent en grève avant avant la signature de ce décret? Sinon, quel est le problème? Ma deuxième préoccupation, c'est également dans l'applicabilité même de la convention collective au niveau des médias en général. N'avez-vous pas peur de vous retrouver dans une salle vide un jour parce que toute la presse est en grève? Jordan Meda de InfoWakat.net. Moi, j'ai une seule question. Par rapport au présupposé cas de fraude aurifère de la société Esakan et AM Gold qui implique le ministre Idani, moi j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette affaire en question. Je vais commencer par la dernière question de Jordan Meda. Le Premier ministre, lors de son passage au niveau de l'Assemblée nationale, a été clair là-dessus. La question est devant la justice et la justice tranchera. Si effectivement il y a eu violation, parce que dans ce cas d'espèce, c'est d'ailleurs les intérêts des Burkinabés qui sont censés être violés, donc les intérêts de l'État, il y aura l'établissement de l'État et donc des Burkinabés dans leurs droits. Si ce n'est pas le cas, la société donc sera libre de procéder à ce qu'elle veut faire avec son charbon fin. Je pense que là-dessus, nous devons accepter que la justice poursuive donc cette initiative-là qu'elle a engagée, puisque l'affaire est devant un juge. Donc en remontant la liste, je vais m'arrêter avec Alain Didier. Je pense qu'il faut de la même façon être précis sur mes engagements. J'ai dit nous allons introduire un rapport en Conseil des ministres et le Conseil des ministres va décider. Je voudrais qu'en tant que journaliste, nous regardions ce qui se passe. Le ministre en charge de la communication ne peut pas créer une société d'État. Il y a des ministères qui ont en charge ce domaine de création, c'est ceux des finances et ceux du commerce. Donc si le Conseil des ministres accepte d'aller dans le sens de la société d'État, le Conseil des ministres va dire « Ok, nous donnons notre aval pour la société d'État ». De toute façon, le dossier sera introduit en Conseil des ministres. J'ai pris l'engagement pour cela. Le Conseil des ministres tranchera. En ce qui concerne le propos de M. Zongo sur la forêt de Kwa, je pense que il y a eu le Premier ministre l'a dit, il y a eu un couac dans la communication gouvernementale, en ce sens qu'il y a eu un déphasage entre, à un moment donné, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et de l'économie verte, et également même la commune de Bobo, où en fait les étapes n'ont pas été respectées. Pour ce qui est du site, il y a eu différentes polémiques autour du site. Aujourd'hui, il y a eu différents sites qui ont été proposés, d'autres ont été acceptés, d'autres ont été refusés. Ce site-là, il a été celui qui a été plus ou moins retenu par les acteurs. Maintenant, il y a le processus qui doit permettre d'utiliser, de déclasser cette forêt-là. On ne présage de rien. Mais si au final, le ministère de l'Environnement nous dit, dans les conditions, puisqu'il faut une étude d'impact environnemental, si le ministère nous dit, bon, ça va être difficile, il faut faire, le gouvernement tranchera. Mais je pense que pour l'instant, c'est ce site-là qui a été celui qui acquiert l'accord de tous les partenaires et qui va rentrer dans un processus de déclassification. Je pense qu'il faut que nous... C'est tout à fait normal que les mouvements de défense de l'environnement se mettent en place, que les acteurs réagissent. Ça montre la vivacité, le dynamisme de notre démocratie et surtout l'importance de la participation citoyenne dans la gestion de l'État. Donc ça permet effectivement d'être un véritable contre-pouvoir et d'obliger l'État à respecter les règles dans la mise en œuvre. On va y aller dans le respect de la mise en œuvre et au final, on décidera. Pour ce qui concerne le cas Djibril Bassolé, si effectivement ses conseils et son conseil médical et ses avocats estiment qu'il y a nécessité à ce qu'il soit réévacué quelque part, bon, il va l'être puisque la première fois il a été quand la nécessité est posée. Je ne vois pas pourquoi ça va poser un problème aujourd'hui s'il doit y retourner. De toute façon, les conditions et les garanties sont prises pour qu'ensuite il puisse répondre devant la justice. Enfin, la question de l'UTS, je pense que je ne parlerai pas mieux que le Premier ministre. Il a dit que pour lui, c'était un point parmi tant d'autres. Et si vous suivez le communiqué que j'ai signé il y a 24 heures maintenant, en 2015 comme en 2016, la question a été dite, elle va être discutée. À aucun moment, le gouvernement a dit nous allons supprimer l'UTS. À aucun moment, le gouvernement a dit nous allons l'appliquer à l'entièreté. C'est une discussion. Il y a des études qui ont été faites qui aujourd'hui sont en situation de permettre aux acteurs de se retrouver et de parler de cela. Mais je crois aussi que, comme l'a dit le communiqué, l'UTS aujourd'hui c'est
bien que l'historique soit d'une situation d'exception, elle est devenue un des éléments aujourd'hui les plus sûrs des recettes de l'État. Donc cette question-là, elle va être tranchée dans le cadre de la négociation. C'est malheureusement dommage que nous n'ayons pas pu en discuter parce que la partie syndicale l'a posé comme préalable. Le Premier ministre a dit pour lui le préalable, c'est un moyen pour fluidifier les discussions et qu'il fallait que nous acceptions de discuter sur cette question-là dans le cadre des discussions qui étaient ouvertes. La partie syndicale a refusé. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce préalable-là soit levé afin que nous puissions retourner à la discussion. Voilà, je voudrais de fait aussi vous remercier et souhaiter donc un bon retour dans vos différentes rédactions et nous retrouver donc la prochaine fois, je l'espère, dans un cadre beaucoup plus approprié. Merci. Ainsi prend fin la conférence de presse du gouvernement. Merci, chers confrères et consoeurs, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre exercice de redevabilité.